Un blindé français avec des roues en acier relevables, capable de rouler plus vite qu'une voiture sur route et de reculer à la même vitesse qu'il avance. Un véhicule où l'on a volontairement abandonné les chenilles, où deux pilotes se font face et dont le moteur est coincé sous la tourelle, là où personne n'aurait accepté de le placer. Sur le papier, ce projet ressemblait à une erreur industrielle majeure. Sur le terrain, il a fonctionné. Le Panhard EBR apparaît à un moment où l'armée française n'a plus le luxe de l'orthodoxie. Après la guerre, les conflits qui s'annoncent ne se gagnent pas par la masse ni par la lenteur. Ils se jouent sur des routes étroites, dans des zones où l'ennemi frappe puis disparaît. Dans ce contexte, rester immobile équivaut à une condamnation. Le Panhard EBR n'est pas conçu pour tenir une position. Il est conçu pour s'en extraire avant qu'il ne soit trop tard. La réflexion commence bien avant son entrée en service. La France sort du conflit mondial affaiblie, mais surtout lucide. Elle sait que ses futurs engagements ne ressembleront pas aux batailles mécanisées d'Europe. Les territoires à contrôler sont vastes, les infrastructures rares, les distances immenses. Les blindés lourds, efficaces sur un front classique, deviennent un fardeau dès qu'il faut parcourir des centaines de kilomètres sous un climat extrême, avec un soutien logistique limité. Les états-majors cherchent une solution différente, plus mobile, plus autonome, capable d'intervenir vite et de se retirer encore plus vite. Chez Panhard, cette réalité est parfaitement comprise. L'entreprise n'en est pas à son premier véhicule militaire à roues. Avant même la Seconde Guerre mondiale, elle a déjà livré des automitrailleuses reconnues pour leur fiabilité et leur mobilité. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'améliorer un modèle existant. Il faut rompre avec les habitudes. Les ingénieurs partent d'une idée simple et dangereuse. Si les chenilles imposent une lenteur structurelle, alors il faut s'en débarrasser. Mais pas pour les remplacer par des roues classiques, pour inventer autre chose. Le résultat est un châssis à 8 roues dont la logique n'apparaît qu'en mouvement. Aux extrémités, des roues pneumatiques assurent la stabilité et la vitesse sur route. Au centre, 2 paires de roues entièrement en acier, dotées de dents massives, sont prévues pour les terrains difficiles. Ces roues ne sont pas là pour tourner en permanence. Elles sont conçues pour descendre lorsque le terrain l'exige, puis disparaître à nouveau lorsque la surface devient praticable. Le blindé change alors littéralement de nature, passant d'un véhicule routier rapide à une machine de franchissement agressive. Cette architecture permet un comportement inédit. Sur une piste dégradée, les roues métalliques s'enfoncent juste assez pour accrocher le sol et éviter l'enlisement. Sur route, elles se relèvent et libèrent le potentiel de vitesse du véhicule. Le Panhard EBR peut alors parcourir de longues distances à un rythme que les chars de l'époque ne peuvent pas suivre. Cette capacité à alterner les modes de déplacement n'est pas un confort, elle conditionne la survie. L'autre choix radical concerne la conduite. Le blindé possède 2 postes de pilotage complets, disposés à l'avant et à l'arrière. 2 mécaniciens conducteurs, face à face, capables de prendre le contrôle à tout moment. Ce dispositif répond à une situation précise et redoutée. Une route étroite, un obstacle devant, des tirs venant des hauteurs. Là où un véhicule classique doit manœuvrer péniblement pour faire demi-tour, exposant ses flancs, le Panhard EBR change simplement de conducteur et repart instantanément dans l'autre sens. La fuite n'est plus une manœuvre, mais une continuité du mouvement. Cette symétrie impose des contraintes lourdes. Le moteur ne peut être placé ni à l'avant ni à l'arrière. Il est donc installé au centre, sous la tourelle, dans un espace extrêmement réduit. Aucun moteur existant ne correspond à cette configuration. Les ingénieurs de Panhard développent alors un moteur spécifique, très plat, à 12 cylindres opposés horizontalement. Sa compacité permet de l'intégrer là où personne n'aurait osé le faire. Sa puissance assure au blindé une mobilité exceptionnelle pour son poids. Le prix à payer est une maintenance complexe, mais le pari est assumé. Le projet n'est pas une improvisation d'après-guerre. Dès 1940, un prototype précurseur existe déjà. L'armée française s'y intéresse suffisamment pour envisager une production. Puis vient l'effondrement du pays. Le prototype est évacué vers l'Afrique du Nord et disparaît dans le chaos. Mais les idées, elles, survivent. Pendant les années d'occupation, les ingénieurs continuent à travailler, à corriger, à affiner un concept que beaucoup considèrent comme trop audacieux.
Lorsque le programme renaît officiellement à la fin des années 40 sous la désignation PANAR-EBR, le contexte est clair. Il ne s'agit plus de préparer une hypothétique guerre future, mais de répondre à des conflits bien réels qui se profilent déjà. La machine est présentée, observée, critiquée. Certains officiers y voient une complexité excessive, d'autres comprennent immédiatement que ce blindé ne cherche pas à remplacer un char, mais à remplir un rôle que personne d'autre ne couvre. Très vite, le PANAR-EBR va quitter les démonstrations et les défilés pour affronter la seule épreuve qui compte réellement, le terrain. Des routes où l'erreur ne laisse aucune seconde chance. Lorsque le PANAR-EBR quitte enfin les essais et les présentations officielles, il entre dans un monde où aucune théorie ne résiste longtemps. Les premières affectations opérationnelles ne se font pas dans des conditions idéales. Les équipages découvrent la machine loin des routes parfaites et des démonstrations contrôlées. Ici, chaque mission est imprévisible, chaque trajet peut basculer en quelques secondes. Le blindé n'est plus une idée audacieuse, il devient un outil dont dépend la survie de ceux qui sont à l'intérieur. Dès les premières patrouilles, une évidence s'impose. Le PANAR-EBR impose un rythme différent. Là où d'autres véhicules progressent prudemment, anticipant l'arrêt, lui avance en pensant déjà à la sortie. Les missions de reconnaissance ne consistent plus seulement à observer, mais à tester les limites de la mobilité. Les équipages apprennent à exploiter la vitesse pour réduire le temps d'exposition, à traverser des zones sensibles sans s'y attarder, à apparaître puis disparaître avant que la situation ne se fige. Sur les pistes secondaires et les axes peu fréquentés, la capacité du blindé à alterner entre route et terrain dégradé change profondément la manière de se déplacer. Les roues métalliques, abaissées sur les zones difficiles, permettent de franchir des passages que beaucoup considéraient comme impraticables pour un véhicule à roues. Les pierres, les ornières profondes, les sols irréguliers cessent d'être des obstacles bloquants. Cette liberté de mouvement ouvre des itinéraires inattendus, réduit la prévisibilité et complique considérablement toute tentative de planification adverse. L'autre avantage apparaît lors des contacts armés brefs. Le PANAR-EBR n'est pas conçu pour chercher l'affrontement prolongé. Son rôle est d'imposer un choc rapide, précis, puis de rompre le contact. L'armement, intégré dans une tourelle oscillante, permet une mise en action immédiate. Quelques tirs suffisent souvent à désorganiser une attaque ou à couvrir un mouvement de repli. Le blindé n'a pas besoin de dominer durablement le terrain. Il doit seulement créer une fenêtre pour s'extraire. Au fil des missions, les équipages développent une confiance particulière dans la machine. Non pas une confiance aveugle, mais une compréhension fine de ce qu'elle permet et de ce qu'elle interdit. Ils savent que le blindage ne pardonne pas l'erreur. Ils savent aussi que la vitesse et la manœuvre restent leur meilleure protection. Cette discipline influence la façon dont le PANAR-EBR est employé. Les itinéraires sont choisis pour maximiser les possibilités d'évasion. Les arrêts sont réduits au strict minimum. Chaque déplacement est pensé comme une trajectoire continue, jamais comme une position à tenir. Dans les zones plus accidentées, le comportement du blindé surprend même ceux qui l'utilisent. Les pentes abruptes, les passages étroits et les reliefs instables sont franchis avec une assurance inattendue. La répartition du poids et la motricité offertes par les roues centrales donnent au véhicule une stabilité que peu auraient anticipée. Cette capacité à conserver l'adhérence dans des conditions difficiles renforce encore son rôle de machine de reconnaissance avancée, capable d'aller voir plus loin et de revenir avec des informations précieuses. Cependant, l'expérience révèle aussi les contraintes quotidiennes. La mécanique exige une attention constante. Les opérations longues mettent à l'épreuve les composants et les interventions de maintenance deviennent des moments critiques. Le moteur, placé au centre, complique toute réparation lourde. Les équipes techniques doivent improviser, s'adapter, travailler parfois dans des conditions sommaires. Mais malgré ces difficultés, le taux de disponibilité reste suffisant pour maintenir une présence continue sur le terrain. Peu à peu, le PANAR-EBR cesse d'être perçu comme une anomalie. Il devient un élément intégré dans les dispositifs opérationnels. Les commandants apprennent à l'employer non pas comme un char léger, mais comme un outil de manœuvre rapide. Les missions évoluent en conséquence. Reconnaissance profonde, sécurisation d'axes sensibles,
intervention ponctuelle sur des points chauds. Le blindé s'insère dans un jeu plus large, où l'information et la mobilité comptent autant que la puissance de feu. Cette efficacité attire l'attention au-delà des unités directement concernées. Les observations remontent, les retours d'expérience s'accumulent. On parle d'un véhicule capable de couvrir de vastes secteurs avec un nombre réduit d'engins, d'un outil qui permet de réagir vite sans immobiliser des forces importantes. Dans un contexte où les ressources sont limitées et les engagements multiples, cet atout devient stratégique. À mesure que son emploi se généralise, le Panhard EBR façonne une manière différente de concevoir la présence armée. Il ne s'agit plus d'occuper chaque point, mais de contrôler l'espace par le mouvement. Être là sans y rester. Voir sans s'exposer longtemps. Agir sans s'enliser. Cette approche correspond parfaitement aux réalités des conflits dans lesquels il est engagé. Mais ce succès opérationnel ne signifie pas que le concept est universel. Il reste lié à un type de guerre bien précis, à des conditions où la rapidité et l'initiative priment sur la protection maximale. D'autres contextes, d'autres adversaires exigeraient des choix différents. Le Panhard EBR n'est pas une solution miracle. Il est une réponse adaptée à une réalité particulière. Et cette réalité ne se limite pas à un seul territoire. Très vite, l'intérêt pour cette machine dépasse le cadre de son utilisation initiale. D'autres pays, confrontés à des défis similaires, commencent à observer de près ce blindé atypique. Une nouvelle phase de son histoire s'ouvre alors, loin de ses premières zones d'engagement. Lorsque l'expérience accumulée commence à dépasser le cadre des premières unités, le Panhard EBR entre dans une nouvelle phase de son existence. Il n'est plus seulement un outil employé par nécessité. Il devient un objet d'intérêt. Les rapports internes circulent, les observations sont analysées, et très vite, ce blindé atypique attire l'attention au-delà de son environnement initial. Non pas parce qu'il serait parfait, mais parce qu'il répond à un problème que beaucoup d'armées rencontrent sans solution évidente. Dans les années qui suivent son engagement opérationnel, plusieurs pays se retrouvent confrontés à des situations comparables. Territoires vastes, réseaux routiers limités, adversaires mobiles, engagements prolongés loin des centres logistiques. Pour ces armées, investir dans des chars lourds est irréaliste. Elles cherchent des véhicules capables d'intervenir rapidement, de patrouiller sur de longues distances et de maintenir une présence sans immobiliser des ressources considérables. Le Panhard EBR correspond exactement à ce profil. Les premières exportations ne se font pas dans un climat d'enthousiasme aveugle. Les acheteurs potentiels savent qu'ils ne font pas l'acquisition d'un engin universel. Ils étudient ses caractéristiques, observent ses résultats, interrogent ses utilisateurs. Ce qui les convainc n'est pas une promesse théorique, mais une réalité mesurée. La capacité à parcourir de grandes distances, à varier les itinéraires, à opérer dans des environnements dégradés sans dépendre en permanence d'un soutien lourd. Chaque nouvel utilisateur adapte le blindé à ses propres contraintes. Certains privilégient la robustesse mécanique, d'autres cherchent à simplifier l'entretien. Les configurations évoluent, les équipements changent, les procédures d'emploi se transforment. Le Panhard EBR devient une base, un concept que l'on ajuste plutôt qu'un modèle figé. Cette flexibilité contribue à prolonger sa carrière et à élargir son champ d'action. Dans certaines régions d'Afrique, le blindé est employé pour sécuriser des axes vitaux reliant des zones isolées. Les missions consistent à montrer une présence constante, à décourager les attaques opportunistes et à intervenir rapidement en cas d'incident. La vitesse du véhicule permet de couvrir des distances importantes en peu de temps, réduisant les fenêtres d'opportunité pour les groupes hostiles. Le simple fait de pouvoir apparaître là où on ne l'attend pas modifie l'équilibre local. Dans des contextes plus désertiques, le Panhard EBR révèle une autre facette de son potentiel. Les grands espaces ouverts favorisent la mobilité et la capacité à intercepter des groupes en déplacement. Le blindé est utilisé pour des patrouilles longues, parfois éprouvantes, où l'endurance des équipages est mise à l'épreuve. La machine devient un prolongement de la volonté de contrôler un territoire immense avec des moyens limités. Elle ne domine pas par la force brute, mais par la constance de sa présence. Cependant, cette diffusion internationale met aussi en lumière les limites du concept. Les conditions d'utilisation varient, parfois de manière extrême.
La chaleur excessive, la poussière permanente, l'absence de pièces de rechange standardisées imposent des adaptations constantes. Certains utilisateurs découvrent que la complexité du véhicule exige une discipline stricte et une formation approfondie. Là où ces conditions ne sont pas réunies, le taux de disponibilité chute. Le Panhard EBR ne pardonne pas l'improvisation. Malgré cela, son image continue d'évoluer. Il n'est plus vu comme une curiosité française, mais comme une solution pragmatique pour des conflits spécifiques. Les états-majors qui l'emploient comprennent que son efficacité dépend avant tout de la manière dont il est intégré dans un dispositif plus large. Utilisé seul, il est vulnérable. Employé en coordination, avec une doctrine claire, il devient un multiplicateur de force. Au fil du temps, cette expérience cumulée influence la réflexion militaire. Le Panhard EBR démontre qu'un véhicule peut être pensé autour du mouvement plutôt que de la confrontation directe. Cette approche inspire d'autres projets, d'autres concepts, parfois très différents dans leur forme, mais similaires dans leur philosophie. L'idée qu'il vaut parfois mieux éviter le choc frontal que tenter de le gagner commence à s'imposer. Pour autant, le monde militaire ne reste pas figé. Les menaces évoluent, les technologies progressent et les attentes changent. Les armes anti-chars se diffusent, deviennent plus accessibles, plus puissantes. Les exigences en matière de protection augmentent. Dans ce nouveau paysage, le Panhard EBR commence à apparaître comme un produit d'une époque précise. Toujours utile dans certains contextes, mais de moins en moins adapté à d'autres. Cette transition ne se fait pas du jour au lendemain. Pendant plusieurs années, le blindé continue d'être utilisé, parfois intensément, parfois de manière plus discrète. Il occupe une place intermédiaire entre outils indispensables et matériel appelé à être remplacé. Cette ambiguïté marque une étape importante de son histoire. Le Panhard EBR n'est plus au cœur de la doctrine, mais il n'en est pas encore exclu. C'est dans cette zone grise que s'inscrit la suite de son parcours. Une période où la machine, tout en restant active, commence à glisser vers des rôles différents, moins exposés, mais toujours essentiels. Une période de transition annonciatrice de changements profonds dans la manière dont elle sera perçue et utilisée. Au tournant des années 60, le Panhard EBR se retrouve à un carrefour silencieux. Il est encore présent, encore utilisé, encore jugé utile, mais il n'est plus au centre des réflexions stratégiques. Les armées commencent à regarder ailleurs, vers des véhicules plus protégés, plus spécialisés, conçus pour affronter des menaces qui n'existaient pas au moment de la conception de l'EBR. Cette transition ne s'accompagne ni de rupture brutale, ni d'abandon immédiat. Elle se fait lentement, presque imperceptiblement. Les premières décisions concernent l'adaptation plutôt que le remplacement. Puisque le blindé continue d'être engagé, il faut le rendre compatible avec des environnements plus dangereux. Les versions existantes sont progressivement modifiées. L'armement évolue, non pour transformer l'EBR en char de combat, mais pour lui permettre de rester crédible face à des cibles mieux protégées. Les choix faits à ce stade sont révélateurs. On cherche à prolonger la pertinence du concept sans le dénaturer. La mobilité reste prioritaire. La logique du mouvement n'est pas abandonnée. Ces ajustements techniques s'accompagnent d'un changement plus subtil, mais tout aussi important. La manière d'employer le Panhard EBR se transforme. Là où il intervenait autrefois au plus près des zones instables, il est désormais intégré dans des dispositifs plus larges. Il agit en complément, en soutien, en élément de réaction rapide plutôt qu'en acteur principal. Sa présence rassure, sa vitesse permet de combler des vides, d'intervenir là où une unité plus lourde mettrait trop de temps à arriver. Dans certaines régions, le blindé est utilisé pour sécuriser des itinéraires stratégiques, protéger des convois, surveiller des zones étendues avec un effectif réduit. Ces missions, moins spectaculaires, n'en sont pas moins essentielles. Elles exigent une fiabilité constante et une capacité à être opérationnelle sans préparation lourde. Le Panhard EBR répond encore à ces exigences. Sa conception, pensée dès l'origine pour l'autonomie, continue de porter ses fruits. Cependant, cette polyvalence a ses limites. Les nouvelles armes anti-chars, plus légères et plus répandues, réduisent progressivement la marge de sécurité dont bénéficiait le blindé. Là où la vitesse suffisait autrefois à compenser un blindage modeste, le risque augmente.
Les commandants doivent adapter leur tactique, éviter certaines zones, limiter l'exposition. Le Panhard EBR n'est plus engagé par réflexe. Chaque mission fait l'objet d'une évaluation plus prudente. Dans les unités françaises, cette évolution s'accompagne d'un changement de perception. Le blindé n'est plus vu comme une solution d'avenir, mais comme un héritage utile. Un outil qui a prouvé sa valeur dans un contexte précis et qui continue de rendre des services tant que les conditions le permettent. Cette reconnaissance est teintée de réalisme. Personne ne s'attend à ce que l'EBR reste éternellement pertinent. À l'étranger, la situation est parfois différente. Certains pays, confrontés à des contraintes budgétaires sévères, prolongent l'utilisation du blindé bien au-delà de ce que la France envisage. Faute d'alternative immédiate, le Panhard EBR conserve une place importante dans leurs forces. Il est entretenu, réparé, parfois modifié localement pour répondre à des besoins spécifiques. Cette seconde vie, loin de son environnement d'origine, illustre une fois encore l'adaptabilité du concept. Au fil des années, le contraste se renforce. D'un côté, une machine conçue pour un monde où la mobilité primait sur tout. De l'autre, des doctrines de plus en plus orientées vers la protection, la survivabilité et la capacité à encaisser des coups directs. Le Panhard EBR se situe entre ces deux visions. Il n'appartient plus pleinement à l'une, mais n'est pas encore exclu de l'autre. Cette position intermédiaire marque la fin d'une époque. Dans les ateliers, les mécaniciens constatent eux aussi le changement. Les pièces deviennent plus difficiles à obtenir. Les chaînes de production ne suivent plus. Les formations évoluent, les nouveaux personnels ne sont plus formés spécifiquement sur ce modèle. Le blindé commence à quitter le quotidien pour entrer dans une phase de retrait progressif. Ce retrait ne s'annonce pas officiellement. Il se manifeste par une baisse d'activité, par des missions confiées à d'autres véhicules, par une présence de plus en plus discrète. Pourtant, même dans cette phase de transition, le Panhard EBR conserve une forme de respect. Ceux qui l'ont utilisé savent ce qu'il a permis d'accomplir. Ils connaissent ses défauts, mais aussi ses qualités uniques. Cette mémoire opérationnelle ne disparaît pas immédiatement. Elle accompagne le blindé jusqu'à la fin de son parcours actif. C'est précisément dans ce contexte, alors que le Panhard EBR s'éloigne lentement des premières lignes, qu'un événement inattendu va lui donner une place singulière. Un moment sans rapport direct avec le combat, sans lien avec une mission opérationnelle, mais chargé d'une portée symbolique profonde. Un épisode qui va sceller la fin de son histoire militaire d'une manière que personne n'aurait pu prévoir lors de sa conception. Ce dernier acte approche, discret mais lourd de sens, prêt à refermer le parcours d'une machine née d'une idée jugée folle, et qui, contre toute attente, aura traversé plusieurs décennies de conflits et de transformations. La fin opérationnelle du Panhard EBR ne ressemble pas à celle de la plupart des véhicules militaires. Il n'y a pas de dernier combat spectaculaire, pas de scène où la machine prouve une ultime fois sa valeur sous le feu. Sa sortie se fait autrement, dans un silence progressif, presque administratif. À mesure que les doctrines changent et que de nouveaux véhicules prennent place, l'EBR cesse d'être affecté aux missions exigeantes. Il est encore là, mais il n'est plus sollicité comme avant. Dans les unités qui en disposent toujours, le rythme est différent. Les équipages ne partent plus en urgence, les ordres sont planifiés, les déplacements mesurés. Le blindé sert désormais à des tâches de présence, de liaison, parfois de formation. Il n'est plus envoyé là où chaque décision doit être prise en une fraction de seconde. Cette évolution n'est pas vécue comme une défaite, mais comme une évidence. La machine a été conçue pour un type de guerre précis, et ce type de guerre s'éloigne. Les derniers exemplaires encore en service actif commencent à être regroupés. Certains sont affectés à des rôles logistiques secondaires, d'autres restent disponibles comme réserve mobile. Les ateliers constatent que l'entretien devient plus complexe. Les pièces spécifiques se raréfient, les chaînes d'approvisionnement se ferment. Chaque réparation demande plus de temps, plus d'efforts. Le Panhard EBR entre dans une phase où le maintien en condition devient un choix, non plus une évidence. Au début des années 70, la décision est prise sans annonce solennelle. Le blindé n'est plus intégré dans les plans opérationnels à long terme. Les formations cessent de former de nouveaux équipages. Les documents de référence sont mis à jour.
Le Panhard EBR quitte officiellement le cœur du dispositif militaire français. Sa carrière opérationnelle touche à sa fin. Et c'est précisément à ce moment, alors que la machine est déjà en retrait, qu'elle se retrouve impliquée dans un événement totalement inattendu. En novembre 1970, la France est frappée par la disparition du général Charles de Gaulle. Figure centrale de l'histoire contemporaine du pays, il laisse derrière lui une nation marquée par son parcours, ses décisions et son héritage politique. Fidèle à sa volonté, il refuse toute cérémonie grandiose. Ses obsèques doivent être simples, sans démonstration de puissance ni faste militaire excessif. Pour transporter son cercueil jusqu'au lieu de sépulture, un choix singulier est fait. Ce ne sera pas un véhicule cérémoniel classique. Ce sera un Panhard EBR, dépourvu de sa tourelle. La machine, conçue pour la vitesse, l'évasion et la survie, avance lentement, presque discrètement. Elle ne montre rien de sa puissance passée. Elle accomplit une dernière mission, silencieuse, sans aucune dimension tactique. Ce moment marque une rupture définitive. Après cet épisode, le Panhard EBR n'a plus de rôle à jouer dans l'armée française. Les derniers exemplaires sont retirés, stockés, démontés ou cédés à des utilisateurs secondaires avant de disparaître à leur tour. La machine sort du service sans fracas, sans polémique, comme si elle acceptait simplement que son temps est terminé. Ainsi s'achève le parcours d'un blindé né d'une idée jugée déraisonnable. Une machine qui a volontairement abandonné les chenilles, combiné acier et caoutchouc, misé sur la mobilité plutôt que sur la protection maximale. Elle n'a jamais cherché à dominer par la force brute. Elle a existé pour refuser l'enlisement, pour imposer le mouvement, pour survivre là où rester immobile signifiait disparaître. Le Panhard EBR n'a pas été victime de son concept. Il en a été le produit logique. Conçu pour une époque précise, il a servi tant que cette époque existait. Lorsqu'elle a changé, il s'est effacé. Sans drame, sans dernière bataille, simplement parce que sa mission était accomplie. Si cette histoire vous a intéressé, prenez un instant pour laisser un like et partagez votre avis en commentaire. Dites-moi quelle autre machine au destin atypique vous aimeriez découvrir dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains récits et activez les notifications afin de rester informé des nouvelles publications.